Dunwich, campagne imaginaire, étrange et désolée, tout droit sortie de l'esprit d'un génie torturé de la littérature. Terre profanée par de nombreux rites sataniques, elle est aujourd'hui fuie par les voyageurs. On y trouve des habitants rongés par une peur invisible venant d'un autre monde, d'un autre cosmos. On y décerne une odeur maligne comme celle de la putréfaction et de la moisissure accumulée au cours des siècles. Oui, Dunwich abrite un mystère en lien avec l'une des familles du village, la famille Whately. Lovecraft est ce que Queen est à la musique, un pilier. Un pilier de la science-fiction, de l'horreur et du fantastique. Et beaucoup de personnes découvrent ces genres littéraires grâce à lui. Personnellement, je n'ai découvert que Lovecraft tardivement, en seconde, donc vers mes 16 ans. Et surtout parce qu'à l'époque j'avais découvert Amnesia, un jeu survival horror dont l'ambiance principale s'apparente à celle que l'on peut retrouver dans certaines de ses œuvres. Une ambiance pesante, où la peur est indirecte et passe beaucoup par un environnement en constante évolution, tout en restant le plus silencieux possible. Porte qui claque, rafale de vent et couinement de souris entre autres. Sans oublier un héros sombrant peu à peu dans la démence, hanté par des créatures humanoïdes, tantôt imaginaires, tantôt réelles. Une folie dont l'auteur a souffert durant de nombreuses années. En effet, fils d'un père interné en hôpital psychiatrique et d'une mère atteinte de troubles mentaux dus à la syphilis, le jeune Lovecraft fait partie de ces auteurs torturés qui retranscrivent à merveille ce que la folie peut faire de pire. La solitude, la peur, les interrogations, des problèmes de santé pouvant entraîner la mort. Mort à 47 ans à la suite d'un cancer de l'estomac, Lovecraft ne connaîtra le succès qu'après sa mort, laissant derrière lui un univers riche, gravitant autour du mystère et de l'épouvante. Il serait évident d'aborder les plus grandes œuvres de Lovecraft, comme l'appel de Cthulhu, mais il y aurait tellement à dire. En plus, je pense que sa taille, dans sa version complète, pourrait en effrayer plus d'un, sans oublier le style assez spécial de l'auteur, le vocabulaire et les tournures de phrases qui déroutent certains. Donc autant commencer en douceur. Mais difficile de choisir parmi l'immense bibliographie de Lovecraft. Je me suis donc naturellement orientée vers ma première découverte, le livre qui me fit découvrir un artiste du surnaturel. Les nombreux recueils de Lovecraft peuvent se classer en 3 catégories ou cycles selon certains critiques. Les histoires macabres, le cercle onirique et le mythe de Cthulhu. L'horreur de Dunwich fait partie de ce dernier. La trame principale se concentre autour de cette horreur qui est née au sein du village fictif entre 1913 et 1928 à Dunwich, petit village se trouvant dans le Massachusetts. On ne sait ni comment la décrire, ni ce que c'est, mais pour reprendre un passage du livre, on y parle de yeux rouges, crinière d'albinos, pieuvre, 1000 pattes, araignée avec une moitié de figure humaine. Oui, niveau description, on repassera, mais c'est là toute la subtilité de Lovecraft, d'écrire ce qui est indescriptible. Par exemple, nul ne saurait décrire le monstre, aucun langage ne saurait peindre cette vision de folie, ce chaos de cris inarticulés, cette hideuse contradiction de toutes les lois de la matière et de l'ordre cosmique. Mais on s'accorde à dire que la majorité des monstres du bestiaire de Lovecraft sont tantôt humanoïdes, tentaculaires ou insectoïdes. Pour le coup, Lovecraft était un avant-gardiste quand on sait l'impact qu'il a encore aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo par exemple. Et là, mon âme de joueuse de World of Warcraft s'enflamme pour faire clairement le lien entre les dieux très anciens chez Blizzard et les grands anciens chez Lovecraft. Dans l'horreur de Dunwich, il est mention de Yog-Sothoth, je ne sais pas comment ça se prononce, un dieu de l'espace-temps, gardien d'une autre dimension qui possède de multiples adorateurs sur Terre dans le but de la corrompre. Il est évident que cela inspira Blizzard à la création de Yogg-Saron, dieu très ancien manipulant autrui dans le but de corrompre Azeroth. D'ailleurs, quand ce dernier meurt dans le jeu ou l'un de ses serviteurs, leurs dernières paroles sont dites dans une langue qui prend appui à celle que l'on retrouve dans le livre, et que je ne doublerai pas pour des raisons évidentes. Et je ne parlerai pas des liens plus subtils avec les rêves, les Deep Swans chez Lovecraft qui seront l'équivalent des Naga ou Murlocs chez Blizzard, et j'en passe. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça extrêmement passionnant et ça me tenait à cœur de faire cette parenthèse. Pour l'heure, l'origine de ce chaos provient d'une famille, la famille Whately, vivant dans une grande ferme où nul n'ose s'approcher à cause de sa réputation plus que sombre. Nous y retrouvons le vieux Whately, adepte de magie noire, décrit comme à moitié fou, sa fille Laviana, une albinos laide et solitaire, sans mari, et le petit-fils, Wilbur, un homme au visage de bouc dont la naissance provoqua les premières horreurs dans le village. De fil en aiguille, le lecteur découvre les attentions de Wilbur et le lien qu'il partage avec ce fameux Yog-Sothoth, sans oublier les personnages comme Henri l'Ermitage, bibliothécaire spécialisé dans les langues païennes qui tentera de résoudre ce mystère.
Il m'est difficile d'affirmer que vous allez adorer cette nouvelle, car l'histoire passe au second plan, et est même, à mon sens, limitée. Je lis Lovecraft pour ses tableaux qu'il peint avec des mots précis. On aime ces créatures, on veut connaître leur origine, leur but et la manière dont elles veulent détruire le monde. Je n'ai éprouvé aucun attachement aux villageois décrits comme consanguins et dont les dialogues sont une horreur à lire, et que je ne doublerai pas pour des raisons évidentes encore. À mon sens, c'est un parti pris faire perdre en crédibilité l'ensemble des protagonistes pour accentuer la peur, la crainte de cette monstrueuse nébuleuse que rien ne peut arrêter. Après, c'est une nouvelle, donc courte mais efficace dans le sens où elle peut éveiller la curiosité du lecteur. Ce qui est certain, c'est que Lovecraft intrigue, car l'homme est naturellement attiré par ce qui sort de l'ordinaire, ce qu'on ne peut expliquer. Car oui, l'auteur entretient toujours une sorte de fantasme en décrivant des créatures marines de taille gigantesque qui pourraient arpenter nos abysses à l'heure actuelle, et qui nous est toujours inaccessible. Il est évident que je reparlerai de Lovecraft, quand je ne sais pas, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire laquelle de ses œuvres vous avez le plus aimé. Au-dessus de la taille, il était semi-anthropomorphe, bien que sa poitrine, que le chien attentif tenait toujours sous ses griffes, fût recouverte d'un cuir réticulé, comme celui d'un crocodile ou d'un alligator. Le dos, bigarré de jaune et de noir, évoquait vaguement la peau squameuse de certains serpents. Au-dessous de la ceinture, c'était bien pire, car toute ressemblance humaine cessait, et commençait la totale fantasmagorie. Il était couvert d'une épaisse et rude fourrure noire, et de l'abdomen pendaient mollement 20 longs tentacules gris verdâtres, munis de ventouses rouges.